Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Hamilton fait ses premiers commentaires sur le départ de James Wolfe chez Williams. Merci pour tout, James. Je vous souhaite le meilleur. Une bonne chance dans votre nouveau rôle. Je suis tellement fier et reconnaissant d'avoir travaillé avec lui au cours des 10 dernières années. Ensemble, nous avons remporté plus de 80 courses et 15 titres. C'est un si grand mouvement. Je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. Nous avons tous besoin de changements pour progresser. Je suis convaincu qu'il poussera Williams à être plus compétitif. Il n'y a personne qui mérite plus ce rôle. Je vous souhaite le meilleur, frère. Voilà les adieux de Lewis Hamilton à James Wolfe. Alors les adieux. Peut-être qu'il reviendra chez Mercedes, comme vous avez dit dans les commentaires. C'est peut-être pour le préparer à remplacer Wolfe. Dans 4-5 ans, on va dire. Parce que Wolfe, il est encore là pour un moment, je pense. Mais il nous dit que Wolfe continuera beaucoup après le départ d'Hamilton, par exemple. Est-ce qu'il va pas se barrer en même temps que lui? C'est à se demander. Donc peut-être qu'à ce moment-là, James Wolfe reviendra dans le game chez Mercedes pour prendre son rôle à Toto Wolff, du coup, en tant que directeur de l'équipe Mercedes. À voir. Bon, pour l'instant, il est chez Williams, en tout cas. Et on lui souhaite bonne chance. Peter Windsor pense que Hamilton ressemble plus à Schumacher qu'à Senna. Bon, je dirais que c'est plutôt un mix des deux. Puis ils ont leur propre personnalité. Les pilotes, je pense que c'est dur de dire un tel ressemble à un tel. Enfin, c'est un peu... c'est dur de dire ça, franchement. Je dirais que Lewis est plus proche de Michael que de Senna, déclarait Windsor. En ce qui concerne la façon dont il utilise l'accélérateur, les freins de direction, je pense qu'il est beaucoup plus proche de Michael. En fait, je pense qu'il est en avance sur Michael dans quelques domaines importants. Je pense qu'il est un peu plus doux que Michael dans toutes ses interventions, en particulier au freinage. Je pense que l'association de Lewis pour la pédale de frein est probablement meilleure que n'importe quel pilote dans l'histoire du sport en termes de la façon dont il s'applique et de la vitesse à laquelle il sort. Cette vitesse de mouvement, ou le mouvement lent du mouvement, la souplesse du mouvement est tout simplement étonnant avec Lewis. Je pense que c'est probablement son plus grand attribut. Et cela vous donne bien sûr une plateforme si stable autour de laquelle vous pouvez tout faire tout le reste avec l'accélérateur et la direction. Je pense qu'Ayrton était en fait assez linéaire dans sa façon de piloter, ce qui ressemblait beaucoup à Lewis, mais ses entrées de virage n'étaient pas aussi précoces que celles d'Alain Prost à mes yeux. Si vous preniez 1988 comme une année pour comparer les deux, Alain aurait toujours un virage légèrement plus tôt qu'Ayrton, donc ses virages étaient un peu plus courts. Et Ayrton a toujours eu cette affaire de coup d'accélérateur où il voulait juste ressentir ce moment pour mettre les watts, alors que Lewis et Michael n'ont jamais eu à le faire pour trouver ce moment. Alors franchement, le mec pense savoir ce que les pilotes font, mais il est pas dans leur tête, quoi. Enfin, je veux dire, il a pas des caméras dans leurs pieds et tout. Je sais pas, ça me paraît un peu présomptueux de dire ce que a fait tel ou tel pilote. Bon, je continue quand même. Alors, vous pensez peut-être ce qui a rendu Ayrton si génial? Eh bien, ce qui a rendu Ayrton si génial, c'est son incroyable précision. Si le pilote moyen d'un Grand Prix peut raser un mur à moins de 2 cm, Ayrton pourrait le faire à moins d'un demi-centimètre 100 fois, à l'exception d'une semaine Mirabeau au milieu du Grand Prix de Monaco, que nous devons abattre à un manque de concentration. Ok, d'accord. Traduction. C'est sûr Lewis, c'est sûr Michael, c'est sûr Nigel Mansell, c'est sûr Alain Prost, Niki Lauda ont tous eu un jugement phénoménal. Mais je pense qu'Ayrton a peut-être poussé cela à un niveau supérieur. A conclu le Britannique. Voilà l'analyse éclatée de Windsor. Bon, après, il a peut-être raison dans ce qu'il dit, mais bon. Dur de savoir ce que pensaient réellement les pilotes dans telle ou telle situation. Franchement, on n'est pas à leur place, quoi. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi de son analyse? Williams n'est pas à vendre. Williams dément que Porsche va reprendre l'équipe de F1. Le constructeur automobile allemand a créé des rumeurs lundi matin en parlant d'une annonce. Mais selon les Britanniques, ça n'a rien à voir avec sa propre équipe. Bon. Les rumeurs selon lesquelles Williams Racing est à vendre sont inexactes. Nous sommes ouverts à toute discussion concernant la fourniture de moteurs avec les constructeurs à partir de 2026, lorsque le nouveau règlement sur les moteurs entrera en vigueur. Nous sommes heureux de notre relation avec Mercedes et nous apprécions tous leurs efforts. Ouais, alors, pour faire suite, du coup, Porsche, ce matin, effectivement, sur les réseaux sociaux, ils ont teasé une annonce. Dur à dire ce que ça peut être. Maintenant, on va voir. Dès qu'ils annoncent, je vous tiens au courant, évidemment. Bon, en plus, pour le coup, c'est le compte Instagram Porsche Formule E. Donc, ça n'a rien à voir avec la F1, la Formule E, normalement. Je dirais que c'est potentiellement un nouveau sponsor, peut-être pour un gros sponsor pour l'équipe de Formule E.
putain, c'est nul, merci. Hein. Oh là là, tout ça pour ça. Bon, bref, on en reparlera. On va voir ce qu'il prévoit, quoi. Zach Brown pense que tout le monde sera à égalité dans les 2 ans qui viennent en termes de performance, convergence des performances donc. Je pense qu'il faudra encore 2 ans, et là, le plafond des coûts aura égalisé les règles du jeu de la F1. Pour l'instant, les grandes équipes bénéficient surtout de la modernité de leur infrastructure. Sur le plan technique, souvent certains s'en sortent très bien et les autres se trompent. C'était arrivé en 2014, mais pas cette fois. 2 équipes s'en sont un peu mieux sorties, c'est vrai. Mais tout le monde a pu voir ce qui fonctionnait ou non. Tout cela va donc rapidement converger, peut-être dès 2023 ou 2024. En tout cas, je pense qu'on pourrait rapidement revivre ce qui s'est passé en 2012 avec beaucoup de vainqueurs différents. D'ici à 2 ans, la F1 proposera un niveau de compétition vraiment génial. C'est vrai que la saison 2012 était incroyable. En début de saison, il y avait eu 7 vainqueurs différents en 7 courses. C'est vraiment... ça s'est jamais reproduit, hein, honnêtement. Donc peut-être que du coup... alors pas 2023, je pense, mais 2024, ouais, potentiellement, il y aurait moyen. Je pense que 2023, il y aura encore des différences ici et là, mais les écarts vont se rapprocher un peu, j'espère. Et en 2024-2025, ouais, je pense qu'on pourrait bien s'amuser niveau course serrée. Allez, espérons, croisons les doigts, qu'il ait raison. Zach Brown, ciao. Kelly Piquet, Max est comme mon père, il dit ce qu'il pense. Oh là là, Kelly qui voit en Max, voit son père en fait. C'est un peu malsain, non? Il reste humble, c'est un homme qui a les pieds sur terre. Qui a les 2 pieds sur terre. A-t-elle confié au magazine Vogue. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il sait ce qu'il veut, il n'a pas peur de parler, de dire ce qu'il pense. Il est confiant et il ne s'intéresse pas à sa popularité ni à l'aspect matériel de la vie. Nous avons de nombreux points communs. Nous sommes de bons vivants. Je réalise de plus en plus à quel point il ressemble à mon père. Le monde dans lequel il évolue n'est évidemment pas très familier, car j'ai aussi beaucoup suivi mon frère dans sa carrière, Nelson Piquet Jr., le fameux. Je ne peux pas trop parler de ma rencontre avec Max. C'était magique, nous révélerons peut-être un jour toute l'histoire. Et celle de ma séparation et celle de mon nouveau couple. Oh, on a hâte de savoir hein, les potins de Kelly Piquet, évidemment. Alors j'espère qu'il n'est pas comme son père à 100%, c'est-à-dire un gros raciste. N'est-ce pas Nelson Piquet, hein? Parce que lui, niveau racisme, c'est le roi, hein. Allez, je vous laisse commenter cette affaire incroyable. Ciao. Pat Simons. Alonso peut remporter des victoires avec Aston Martin. Non. Pas dès 2023 en tout cas. Hein. Ou alors une victoire un peu genre Ocon en 2021 quoi. Ou Gasly en 2020. Victoire opportuniste. Si vous le mettez dans la bonne voiture, je suis sûr qu'il peut encore gagner des courses. Il a des capacités fabuleuses. Il faut se rappeler que oui, il a remporté le championnat du monde à 2 reprises, mais il a souvent terminé 2e à 3 reprises. Et toutes les fois où il a terminé 2e, il était pas loin de gagner. Il aurait pu être 5 fois champion du monde. Avec des si, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. On peut refaire toutes les saisons, hein. On peut refaire 2021 aussi. Interrogé sur la raison pour laquelle Alonso semblait avoir conservé son rythme malgré son âge, Simon s'est ajouté. Nous avons un tel éventail d'âge sur la grille. Un jeune de 18 ans peut monter dans la voiture et conduire comme Lance Stroll l'a fait et comme Max Verstappen l'a fait, jusqu'à la quarantaine. Car les voitures sont pas extrêmement physiques à conduire en termes de force physique dans le haut du corps. Il faut quand même être raisonnablement fort et être capable de résister aux forces G. Mais si vous continuez à vous entraîner, vous pouvez le faire. L'esprit de Fernando est aussi vif que jamais. Est-il aussi rapide qu'il a toujours été? Je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui vous modère, on pourrait appeler ça le bon sens. Très bien. Est-ce qu'il fait preuve de bon sens, Fernando? Allez. Est-ce qu'il va gagner des courses, Fernando, chez Aston Martin? Bon, j'en doute, hein. Allez, avec une course chaotique, peut-être, mais à la régulière, non. Ciao. Russell a plus appris avec Hamilton en une saison qu'en 3 saisons. Avec Williams. En même temps, c'est pas avec Latifi qu'il allait apprendre quelque chose, hein. C'était une bonne relation, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, mais il a toujours montré du respect et m'a donné du temps. Quand j'étais en Formule 2, j'ai souvent pris l'avion avec Lewis depuis certaines courses, et j'ai passé du temps avec lui dans les bureaux d'études, nous avons naturellement une bonne relation. Voir comment il travaille avec l'équipe a été une très bonne occasion pour moi d'apprendre de quelqu'un qui a plus d'expérience que quiconque, à l'exception d'Alonso sur cette grille. L'expérience ne s'achète pas, alors avoir la chance d'être là à côté dans le garage, et d'être assis en face de lui dans le bureau de l'ingénieur m'aide probablement à gagner quelques années d'expérience. C'est une formation accélérée en gros, quoi. C'est peut-être une façon de compenser les 3 années où j'ai essayé de mener l'équipe chez Williams alors que j'avais en fait très peu d'expérience dans ce domaine. Bon, bah écoutez, à voir ce que ça donne en 2023, est-ce qu'il finira encore devant Hamilton, ou est-ce qu'Hamilton reprendra l'ascendant? Tout peut se passer, on verra le niveau de la W14 aussi. En tout cas, c'est une aubaine pour lui d'être chez Mercedes avec Hamilton, c'est clair. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Wolff s'attend à peu de problèmes après le départ de Wolff. Bah oui, j'espère qu'il n'aura aucun même. Mercedes prend toujours en compte le départ d'un personnage clé de l'organisation. Pour la course, déclare l'Autrichien, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de voir des gens monter en grade et laisser un poste ouvert derrière eux, ou bien ils rejoignent une autre équipe. C'est la preuve que nous développons et qu'on travaille avec des personnes compétentes. Il n'y a donc aucun vide laissé derrière. Pendant de nombreuses années, nous avons discuté de la planification de la succession dans ce domaine. Il poursuit, nous avons une équipe de stratèges extrêmement talentueux
Ils ont piloté l'avion à eux seuls au cours des 6 derniers mois. Je me sens très à l'aise avec la structure actuelle. Ce n'est pas soudainement qu'une grande faiblesse sera créée à cause de ça. Donc, pour lui, James Walls, le départ chez Williams va pas affecter l'équipe, a priori, donc voilà. Ils vont s'en remettre, hein, comme on dit chez Mercedes. On verra bien, mais alors surtout, moi je me demande qui va remplacer James Walls, parce que ça n'a pas été annoncé encore. Donc, il va falloir trouver la bonne personne pour la stratégie. Allez, Binotto. Non, je rigole, allez, ciao. Ah, un peu de drama. Il y avait longtemps, même la saison de F1 n'est même pas commencée, qu'il y a déjà du drama avec Max. Ça promet, j'ai envie de vous dire. Hein. On va se régaler cette année encore. Hein. Mi-janvier 2023, ça y est, Max il commence déjà à foutre la merde. Alors du coup, vous avez bien vu qu'il a rage quit. On peut dire le terme, rage quit, c'est vraiment le terme qui convient pour le coup. Les 24 heures du Mans virtuel à cause de la mauvaise gestion, on va pas se mentir, c'est vrai que c'était un peu ridicule ce qui s'est passé. Donc il avait dit c'est une blague, je peux pas appeler ça un événement, c'est un spectacle de clown, on l'avait déjà vu précédemment hier. Alors, il a montré sa frustration après les problèmes de connexion et ses déclarations n'ont pas été appréciées par le commentateur Ben Constanduros qui a réagi sur Twitter. Si c'est un spectacle de clown, ça fait de moi et de mes amis et travailleurs des clowns. D'habitude, je suis fatigué après une course de 24 heures, mais aujourd'hui, c'était une démonstration laide et épuisante du côté toxique du sim-racing et des médias sociaux. Je suis fier de ce que l'équipe virtuelle du Mans a accompli. Cependant, Constant Duros doit reconnaître qu'il y a eu des problèmes. Oui, ça s'est pas passé comme Max le voulait aujourd'hui. Il a eu la malchance d'être déconnecté, comme quelques autres pilotes. Les autres ont continué. L'un d'entre eux a gagné en GTE. C'est ça la course. Alors, c'est ça la course, oui et non, parce que le but c'est pas de se faire déconnecter bêtement. Surtout que c'était pas la connexion de Max le problème apparemment. C'était le serveur. En outre, Ben Constanduros a pointé du doigt le comportement de Verstappen. Mais gronder les autres si durement et alimenter la communauté en négativité alors que vous êtes dans une position aussi influente n'était pas judicieux et ne fait qu'alimenter la toxicité dans cette communauté et ne fait que nuire au monde du sim racing dans son ensemble. Et la Factor 2 a depuis annoncé qu'il allait enquêter sur le problème de connexion lors de la 13e édition des 24 heures du Mans virtuel. De problèmes majeurs de serveurs ont provoqué des drapeaux rouges. Ceci est dû à des problèmes de connexion globale causés par une faille de sécurité résultant du partage par inadvertance des adresses IP des participants qui se sont connectés au serveur. Quoi ? Non mais c'est incroyable. Les participants ont vu leur adresse IP être partagée à tout le monde, quoi. Enfin, pas à tout le monde, mais à des gens qui n'auraient pas fallu qu'ils soient partagés. C'est waouh. Nous comprenons les frustrations des pilotes ou des équipes qui ont été affectées par cette situation. Une enquête de grande envergure sera lancée après l'événement. On partagera les résultats en temps voulu. A déclaré Motorsport Games, la société qui développe R-Factor 2. Ok, bon, bah voilà. Le chaos dans la communauté Sim Racing causé par Max. Bon, après, c'est pas lui qui a créé toutes les déconnexions non plus, hein, voilà. Mais en même temps, c'est du Max, il a pas la langue dans sa poche, encore une fois, on le voit. Et voilà, ça va pas plaire encore une fois ce qui s'est passé, les déclarations, tout ça. Vous en pensez quoi, vous ?